on va essayer de faire le point sur les morphismes dans les groupes abéliens finis. Pour les amateurs de Gaston, on va appeler ça la saga des gaffes. Alors le but, en fait, c'est, bon, on le fera en 2 vidéos pour que ce soit digeste, c'est de corriger cet exercice. Quels sont les automorphismes des groupes suivants? Z sur 2Z croix Z sur 4Z et Z sur 2Z croix Z sur 6Z. Bon, alors on peut le faire directement sans passer par des circonvolutions évidemment, mais il est intéressant de faire quelque chose qui ensuite nous donne un outil assez général pour pouvoir justement répondre aux questions concernant les morphismes de groupes abéliens finis en toute généralité. Voilà. Je tire cet exercice du questionnaire de Damien Mégy, qui est excellent, donc de l'Université de Lorraine. Vous pouvez visiter sa page web et voir ce questionnaire pour les agrégatifs. Certains exercices sont corrigés avec des indications, d'autres non. Bon, celui-ci, non. Voilà. Alors, allons-y. On va dire que cet exercice est un prétexte. On va essayer de regarder les choses pas à pas et essayer de dégager des généralités sur ces morphismes. La première chose à savoir, c'est cette proposition, si H et G sont 2 groupes finis. Alors attention, ils sont finis, on n'a même pas besoin d'avoir l'abélianité ici. Et si l'ordre des groupes sont premiers entre eux, alors l'ensemble des homomorphismes de H dans G est trivial. Bien, ça c'est assez clair. La preuve, c'est que si on prend phi dans homme de HG, eh bien im phi va avoir 2 interprétations. Une interprétation, c'est que c'est un sous-groupe de G, bien sûr, et une autre interprétation, c'est qu'il est isomorphe à un groupe quotient de H. Voilà, d'après l'isomorphisme canonique que tout le monde doit bien connaître. Donc ça veut dire ici, par Lagrange, que im phi en cardinal divise le cardinal de G, voilà, et que im phi en cardinal divise aussi le cardinal de H. Donc il divise le cardinal du PGCD, ce qui fait que, comme ils sont premiers entre eux, ils divisent 1, et donc phi est forcément trivial. Voilà. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'assez général, et on reviendra dessus, on en aura besoin. Bien, alors là maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les groupes abéliens finis. Et la particule élémentaire des groupes abéliens finis sont les groupes cycliques. Ça, c'est le théorème de structure. Alors, allons-y, on a une proposition qui va faire que on va regarder les particules élémentaires, en quelque sorte, des homomorphismes de groupes abéliens finis, c'est-à-dire les hommes de Z sur NZ, Z sur MZ. Voilà. Alors, allons-y. J'affirme que c'est isomorphe au groupe engendré par M sur le PGCD de M et N dans Z sur MZ. Alors, cet isomorphisme est décrit de la manière suivante. Phi donne tout simplement phi du générateur 1, d'accord, la classe de 1, dans Z sur NZ. Donc, phi donne phi de 1. Bien, alors, il y a quand même des choses à dire avant de démarrer. D'abord, quand je dis morphisme, ici on a une structure de groupe, oui. Ici, est-ce qu'on a une structure de groupe? Oui, parce que cet ensemble-là va être muni d'une structure de groupe issue du groupe image. Ça veut dire que phi plus psi, si on a 2 morphismes, c'est le morphisme de Z sur NZ dans Z sur MZ, tel que, d'accord, vous vous en doutez, vous pouvez l'inventer vous-même, phi de x plus psi de x. Donc ça va bien définir, vous montrer, l'abélianité y est pour quelque chose, je ne l'aurais pas fait pour ça, mais vous montrez que ça reste encore un morphisme de ça dans ça. Donc on a une structure additive ici, issue de la structure additive de Z sur MZ. Donc ça, c'est bien
ça a bien une structure de groupe, ça aussi, et j'affirme que ici on va avoir un isomorphisme de groupe. Maintenant, cet isomorphisme-là, je dis qu'il est clair. Pourquoi? Parce que ceci, ben, c'est clairement un groupe additif. Il est engendré par un seul élément, il est monogène et fini. D'accord? Alors il est monogène, bah oui, puisqu'il est engendré par M sur D, hein, ça c'est D. La classe de M sur D, qui est un entier, hein, évidemment, là-dedans. Donc il est monogène, et il est monogène fini, donc il est cyclique, d'accord, c'est bien connu. Et combien il y a d'éléments? Ben forcément, il va y avoir M sur D, donc il va y avoir 0, M sur D, 2M sur D, 3M sur D, etc., jusqu'à D-1 M sur D, parce que DM sur D, ça va faire M, d'accord, et M, ça fait 0, on a rebouclé. Donc, il est cyclique à D éléments, donc c'est forcément le groupe Z sur DZ à isomorphisme près. Voilà, bon, donc une fois ces petits préliminaires exprimés, on va prouver donc qu'on a bien un isomorphisme. Alors, d'abord, il faut montrer que c'est bien défini. Donc, j'ai posé D, le PGCD de M et N, et pour montrer que phi de 1, donc phi de 1, a priori, en soi, il est bien défini, mais est-ce qu'il est là-dedans? Donc, il faut montrer que c'est un multiple de M sur D. Ben, il suffit, on va voir qu'il suffit de montrer qu'il est annulé par D. Donc, on va déjà montrer qu'il est annulé par D. Hein. Donc, on va regarder D phi de 1 bar. Donc, je peux rentrer le D parce que phi est un morphisme. Ça fait phi de D bar. Mais D, par Bezout, il est de la forme UM plus VN. Donc, c'est un bar. Alors, attention, ce bar, il est modulo N. Mais cet élément-là, il est modulo M. Donc, il faut jongler un petit peu avec ça. Hein. Donc maintenant, comme ce bar est modulo n, ben n disparaît, il ne reste plus que um. Maintenant, ça, c'est u ajouté m fois. Comme on a un morphisme additif, je peux dire que c'est phi de u ajouté m fois. Donc je sors le m ici. Alors c'est bizarre ce côté groupe additif qui devient multiplicatif. C'est quelque chose de typique des entiers. On a m phi de u. Et donc, comme on est dans Z sur MZ, hein, ça fait 0. Voilà, donc ici, on a quelque chose ce phi de 1 bar est annulé par D dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, bah, ça devrait être connu, mais on va le démontrer, que les éléments annulés par D divisant M hein, dans Z sur MZ, bah, c'est exactement ces éléments-là. Bah, pourquoi? Parce que bah, du coup, je vais pouvoir relever, donc phi de 1 bar, il est dans Z sur MZ, ça c'est dans Z sur MZ, je vais relever dans Z, donc je vais mettre un tilde pour dire que j'ai pris un représentant, donc on a D phi de 1 bar tilde, bah, forcément qui est multiple de M, puisqu'il valait 0 modulo M, d'accord? Et maintenant, je divise ici par D. Là, j'ai un entier, parce que D, c'est un PGCD de N et de M, et donc, je vois bien que phi de 1 bar tilde est de la forme M sur DK, ce qui veut dire, maintenant, en reprenant le bar, donc en retrouvant phi de 1 tilde, que je vais avoir quelque chose de la forme M sur D, K bar. Voilà, donc un objet qui est bien là-dedans. Voilà. Alors, le fait que ce soit un morphisme, bah oui, par définition, ici, hein, quand j'ajoute des éléments là, eh bien, je les ajoute ici. Bon, donc là, ça pose aucun problème. Injectif, ben oui, parce que 1 bar est générateur de Z sur NZ, donc si j'ai 0 là, d'accord, vous voyez bien que je regarde le noyau, je parle bien de morphisme, hein, donc l'injectivité se fait par le noyau. Donc ici, si j'ai 0 là, ben, si phi de 1 bar est égal à 0, ben, phi de K bar va être égal à K fois 0, donc 0 aussi. Donc le noyau est nul, et on a l'injectivité très facilement. La surjectivité est un peu plus difficile, on va la faire par passage au quotient. Donc est-ce que c'est surjectif? Donc je pars d'un élément de cette forme, d'accord, et je cherche phi, tel que phi de 1 bar, hein, il faut construire un phi, tel que phi de 1 bar, est égal à ça.
Et là, on a gagné. Bien. Il faut que ce soit un morphisme, bien sûr. Alors ça, les constructions de morphisme, à partir de Z, c'est très facile, mais à partir de Z sur NZ, il y a des choses à vérifier, et c'est les théorèmes de Noether, le passage au quotient, qui nous aident à faire ça. Alors regardons, on va partir de Z, et là, je construis un morphisme de Z dans Z sur NZ qui à X associe, alors X est entier, hein, M sur D X K bar, voilà. Bon, j'ai bien d'abord c'est bien un morphisme, hein, vous vérifiez, additif, c'est évident, et j'ai bien que 1 va aller sur M sur D K bar, ici, et il faut que je vérifie qu'il passe au quotient, c'est-à-dire que N va vers 0. Ben oui, mais si je regarde phi tilde, je l'ai appelé phi tilde de N, ici ça va faire M sur D fois N, mais D divise N, puisque D c'est le PGCD de M et N, et donc j'ai une simplification, et il va me rester un certain K' ici, avec K, donc je vais avoir un multiple de M là, et donc comme on est dans Z sur MZ, ça fait 0. Donc N est bien dans le noyau, NZ est bien inclus dans le noyau, et on a passage au quotient, ce qui fait qu'on récupère un morphisme ici, par théorème de Noether, qui a 1 bar, va bien aller sur M sur D, K bar. Voilà. Donc, on a montré ces petites particules élémentaires. On va essayer d'aller maintenant un petit peu plus loin pour voir comment les choses, ici, se composent. Vous voyez qu'on va avoir des groupes d'automorphismes. Il faut comprendre des groupes d'automorphismes, et donc il faut comprendre des compositions dans ces objets-là. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans un deuxième temps, avant d'attaquer dans une autre vidéo cet exercice. Donc voilà, on vient de montrer cette suite d'isomorphismes, où ici c'est phi donne phi de 1, ici, finalement, c'est comme si on divisait là, par lui, mais qu'on se retrouve dans un autre groupe, en quelque sorte. Et on peut regarder le cas où n est premier avec m. Le cas où n est premier avec m, on a z sur z, donc ça fait le groupe trivial, c'est ce qu'on avait dit dans la première proposition. Mais le cas qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le cas n égale m. Voilà, parce que pour n égale m, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement le PGCD de n et de n, c'est n, donc on va avoir un isomorphisme avec z sur nz. Et comme ici on a 1, on n'a qu'à diviser par 1, donc il n'y a rien à faire. Et pourquoi on s'intéresse à ce cas-là? Parce qu'on a une structure supplémentaire, on va avoir une loi rond, ici, parce qu'on peut composer des éléments si n est égal à m. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, on a ceci, pour l'instant, avec notre structure primaire, c'est-à-dire notre structure juste additive. Mais ici, on a une structure d'anneau. Et ici, on a une structure d'anneau aussi. Donc, on a envie de faire coïncider les structures d'anneau. Allons-y. Alors ici, phi de 1 bar. Bon, pour des raisons de notation qui simplifient un petit peu l'esprit, je vais l'appeler A indice phi, donc bar. Ok. Ce qui fait que phi de k bar, c'est k phi de 1 bar, et donc c'est k a phi bar. Bien. Alors maintenant regardons cette loi rond, on prend psi encore dans homme de z sur nz et z sur nz, et bien psi rond phi de 1 bar, puisque c'est ça que l'on cherche, c'est psi de phi de 1 bar, évidemment. Donc c'est psi de A phi bar, par définition. Et là maintenant, ça fait A phi bar, psi de 1 bar. Ça, on l'a déjà vu. Donc ça fait A phi bar, A psi bar. Oui. Voilà. Donc c'est tout. Ça veut dire que, en gros, ça va être égal à A psi rond phi, le tout bar. Bon,
Bon, alors bien sûr, comme c'est commutatif, j'aurais pu mettre psi bar ici et A phi bar ici. C'est plus joli comme ça. D'accord ? Et on a une égalité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenant qu'ici, on a bien un isomorphisme d'anneau, cette fois-ci, et d'anneau unitaire. Hein. Quand vous avez l'identité là, bah, évidemment, vous aurez 1 ici, hein, donc les unités, évidemment, se correspondent. Et en particulier, parce que les questions peuvent aboutir à des problèmes non seulement d'endomorphisme, mais d'automorphisme. Ici, automorphisme, ça fait sens. Et quel est le groupe des automorphismes de Z sur NZ ? Ben, simplement, ça, vous remarquez que c'est les inversibles de ça. Donc, on va obtenir exactement par isomorphisme d'anneau les inversibles, c'est-à-dire Z sur NZ étoile, c'est bien connu. Voilà. Donc déjà, on a un premier résultat intéressant, assez général, et qu'on va encore propager. Alors, on va le propager dans 2 directions. Une direction, bah, qu'est-ce qui se passerait si on avait n différent de m ? Est-ce qu'on peut encore récupérer une structure ? Et une deuxième direction, qu'est-ce qu'on a quand on compose ici Z sur NZ par d'autres éléments, donc quand on n'a plus des groupes cycliques, mais d'autres types de groupes. Hein, voilà. Bon, ça c'est assez normal de se poser ces questions-là, et d'aboutir ensuite naturellement à l'exercice dont je vous ai parlé au départ de Damien Mégy. Donc maintenant, regardons ça. On a psi, qui va de lui vers lui, c'est un morphisme, phi de lui vers lui, ben, on va composer psi rond phi, ça va donner un morphisme de lui vers lui, d'accord ? Et donc ça, on a une application bien définie, c'est la loi rond. Mais maintenant, ben, par isomorphisme, d'accord, lui est isomorphe à lui, d'après ça, lui est isomorphe à lui est isomorphe à lui. Donc, ça veut dire que moralement, par ce qu'on appelle transport de structure, on va avoir une application bien définie de ça croît ça vers ça. C'est-à-dire que cet élément, on regarde son correspondant, cet élément, on regarde son correspondant, et ensuite on compose ici, et on regarde son correspondant, ça nous fait bien une application. Et on peut aller de là à là, parce qu'on n'a que des bijections. Hein. Alors, on voudrait savoir maintenant quelle est la description de cette opération-là, de cette application, directement, en termes de... Donc c'est amusant quand même, hein, on a quand même eu quelque chose d'intéressant, ça vaut le coup de le regarder. Ici, je vais appeler K bar un élément ici, K seconde bar un élément ici. Qu'est-ce que j'obtiens ici, naturellement, grâce à ce transport de structure de la loi rond ? Bien, alors, je vais regarder K bar là-dedans. K bar, il correspond en fait à K dans Z. Et là-dedans, en tant que... Alors lui, ça va être psi de 1. Psi de 1, ça va être L sur PGCD de ML fois K. Voilà. Pareil, ici, je vais récupérer un élément en multipliant par M sur PGCD de NM. Fois K'. Et quand je vais faire la composition, de la même manière, avec le même calcul ici, en fait, ça va correspondre à une multiplication. Donc, je multiplie les deux. Et ce que je vais obtenir ici, c'est pas tout à fait K seconde, mais évidemment, c'est psi rond phi de 1. C'est-à-dire, c'est L sur PGCD de NL, K seconde. Donc, ce qui veut dire que K seconde, alors on simplifie par L, on multiplie. Bon, il faut faire confiance que cet objet-là va être un entier, mais ça c'est facile. C'est facile à... D'abord, bon, c'est clairement un entier par définition, par construction on va dire, mais bon, on peut le vérifier pour se rassurer que c'est bien un entier, vous pouvez le faire. Et on va avoir donc K seconde égale ceci. Voilà, on a obtenu une espèce d'opération curieuse,
mais ça fait partie des opérations élémentaires qu'on va retrouver dans la grande opération des morphismes entre groupes abéliens finis. C'est pour ça que je m'intéresse à ça. Maintenant, à partir de là, il y a une seconde approche, c'est je veux garder des endomorphismes, mais de choses un petit peu plus, donc endo dans le sens, on a les mêmes éléments là et là, mais dans un cadre un peu plus général. Alors, dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe quand on a ici le groupe Z sur NZ puissance S, et ici aussi le groupe Z sur NZ puissance S. Voilà, alors maintenant, de la même manière que homme de Z sur NZ, Z sur NZ, c'est Z sur NZ, et hôte, c'est Z sur NZ étoile, eh ben, on va mettre un petit peu de multiplicité dans la machine, et on va mettre un puissance S. Bon, alors vous voyez que ce puissance S, on aimerait avoir tous les groupes abéliens finis. Donc on voudrait mettre des produits directs de groupes où il y a d'autres nombres, N1, N2, Nk. Mais pour l'instant, on se mouille un peu la nuque et on met toujours le même nombre pour avoir des endomorphismes, pour avoir des structures un peu fortes qui sont bien reconnues, en quelque sorte. Alors, j'affirme qu'ici, on va avoir les homomorphismes, là, ici, de ce groupe-là. Donc, j'ai mis à une puissance S, d'accord? Eh bien, ça va être isomorphe. Alors, déjà, dans un premier temps, en tant que groupe, alors je regarde le groupe additif des matrices SS carré de taille S à coefficient dans Z sur NZ. Évidemment, c'est un groupe additif, hein, ça s'ajoute membre à membre. Mais aussi en tant qu'anneau. Parce que ça se multiplie, hein, des matrices carrées, ça se multiplie en tant qu'anneau. Ce qui veut dire que comme on a des matrices carrées sur un anneau, on sait définir un déterminant, et on va avoir un critère pour avoir les automorphismes maintenant de Z sur NZ puissance S, ça va être GLS, ici, de Z sur NZ, c'est-à-dire que le déterminant, on veut que le déterminant appartienne à Z sur NZ étoile, soit inversible. Voilà. Donc ça va... Vous voyez le passage de S égale 1, ici, hein, on a juste un élément. Là, on a le déterminant, c'est lui-même. Et là, c'est le déterminant qui va faire tout le boulot et qui nous ramène aux inversibles, ici, de l'anneau. Bon, c'est assez facile. Hein, pourquoi? Parce que c'est exactement analogue à ce qui va se passer dans les espaces vectoriels. Pourquoi? Parce que dans les espaces vectoriels, on a une base. Et on regarde les endomorphismes, ou les applications linéaires plus généralement, à partir de cette base. On caractérise ces endomorphismes. Eh bien, là, c'est exactement pareil. On va partir d'une base canonique. Alors, il n'y a pas de théorie des bases à disposition à l'agrégation pour les anneaux, hein, donc ça, c'est les modules. Mais ici, on dispose d'une base canonique. Que demande le peuple? Des bases. Bon, on va pas taper sur les casseroles. Hein. Donc, ici, on a notre base canonique, on va prendre EI, hein, ceci, hein, le 1 est à la ième place et des 0 ailleurs, on a l'habitude, et finalement, un homomorphisme, il est complètement caractérisé par l'image de cette base canonique. Je ne dis pas l'image d'une base, parce que je ne peux pas parler d'une base, mais je peux au moins parler de la base canonique. Parce qu'à partir du moment où j'ai tous les phi de EI, j'ai phi de x, parce que x se décompose dans la base, et comme phi est un morphisme, bon, on a toutes les données pour avoir phi de x de façon unique. Alors maintenant, pourquoi c'est des matrices, hein, parce que je veux arriver aux matrices? Parce que phi de E1, c'est dans Z sur NZ puissance S, jusqu'à phi de ES, et donc j'écris en colonne, d'accord, les phi de EJ, dans la base canonique, évidemment. Et je vais avoir la matrice AIJ, où phi de EJ, c'est somme de I égale 1 à S de AIJ, EI. C'est exactement pareil que sur un corps. Vous voyez, sauf qu'on est sur un anneau. Alors jusqu'à présent, quand on était sur un anneau, on avait un anneau comme Z, ou voilà, bon, des anneaux qui se plongent dans des corps, donc on reprenait la théorie des corps, mais là, Z sur NZ, il se plonge pas dans un corps, malheureusement, il peut pas, parce qu'il a des diviseurs de 0, et donc ça l'empêche de se plonger dans un corps. Donc,
on est obligé de se convaincre que c'est la même théorie. On ne peut pas plonger, hein, comme Z dans Q par exemple, une théorie dans la théorie des corps. Bon, alors, dans un premier temps, vous voyez que ça généralise ce qu'on avait ici, où on caractérise nos morphismes par l'image d'un générateur 1. La 1, c'est en fait E1 ici, donc on a juste E1, évidemment. Mais maintenant, ben, on a un peu plus, c'est-à-dire on va avoir un morphisme d'anneau. Ici, on a une multiplication matricielle qui est bien connue. Et quand on va faire psi rond phi de EJ, et donc comme psi est un morphisme de groupe, on va avoir cette égalité. Je développe psi de EI avec des B, avec la matrice de psi, hein, que j'appelle B, et je vais retrouver ma bonne vieille multiplication matricielle. Et donc je vais avoir, bien sûr, l'image d'une base donc, qui caractérise le morphisme, qui ici en l'occurrence est psi rond phi. Donc ça veut dire que ici, bon, vous avez un morphisme d'anneau, c'est toujours le même business, ça fait pas de mal de revoir les preuves, mais c'est toujours le même business avec les corps, à partir du moment où on a une base, qu'elle soit canonique ou pas. Donc maintenant, bah, c'est encore la même chose. Comment caractériser les inversibles quand on est sur un anneau R? Je vais prendre R comme un ring, et AB est égal à l'identité, A fois B égale l'identité, ce qui caractérise l'application identique là-dedans, c'est quand phi de 1 égale E1 jusqu'à phi de S égale ES. Eh bien, ça, si j'ai ça, bah, j'ai encore le déterminant. Alors, je connais la théorie des déterminants sur un anneau. Vous pouvez faire la théorie des déterminants complètement sur un anneau. Donc, je vais avoir det de A fois det de B égale det de IS, donc égale 1, ce qui va faire que det de A est un inversible. Et réciproquement, si det de A est un inversible de l'anneau, eh bien, j'ai la transposée de la comatrice fois, puisqu'il est inversible, je peux l'inverser, et je reste dans l'anneau, et ça va être mon A-1 dans l'anneau. Donc ici, on a bien que les automorphismes ici correspondent, donc les inversibles ici, correspondent aux inversibles, c'est-à-dire ici aux éléments de déterminant inversible. Voilà, alors dans une prochaine vidéo, on va résoudre les exercices d'Agnamégie. On verra que avec ces deux cas particuliers, on arrive à se faire une bonne idée d'une généralisation qu'on ne démontrera pas, parce que c'est pas la peine de démontrer tout une fois qu'on est convaincu. Et voilà, ce sera la suite et la fin de la saga des gaffes. Ok, alors aujourd'hui, on va résoudre l'exercice de décrire les groupes d'automorphismes, des groupes abéliens finis z sur 2z croix z sur 4z et z sur 2z croix z sur 6z. Voilà, c'est la deuxième vidéo hein, de la saga des gaffes. Celle-ci, c'est groupe d'automorphismes de groupes abéliens finis. On va donc bien déblayer le terrain sur le sujet, essayer d'en tirer des conséquences. Et après une suggestion de Courbon sur la chaîne YouTube, ça s'appellera le bureau des gaffes en gros. Donc merci à Courbon et aussi merci à Monsieur Franquin. Alors donc, on va commencer par regarder les endomorphismes de z sur 2z croix z sur 4z. Avant d'étudier les automorphismes, on va déjà étudier les endomorphismes, ensuite on verra ceux qui sont auto. Bien, alors donc on prend phi de homme de ça, et on va regarder ça dans la base canonique, E1, 1, 0, et E2, 0, 1. Qu'on peut appeler la base canonique de ça, même si ce n'est pas un espace vectoriel. On va regarder, on s'intéresse évidemment, puisqu'on a une base, c'est-à-dire que tous les aimants s'écrivent de façon unique dans cette base, phi de 1 et phi de E2. Donc, on va avoir phi de 1, on va l'appeler A11, A21. Donc attention, A1, il est dans Z sur 2Z, mais A21 est dans Z sur 4Z. Il faut faire attention par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans les espaces vectoriels, où c'est toujours le même corps. Et la phi de E2. Donc vous reconnaissez déjà des notations matricielles. Et ce qui va faire que, comme phi est un morphisme, phi de x1, x2, ça va être donné par cette expression-là, hein, en écrivant x1, x2, comme x1, e1, plus x2, e2, et en utilisant la propriété de morphisme de phi. Ça nous donne l'idée d'écrire la matrice de phi, hein, comme d'habitude, sous cette forme-là.
Je vous rappelle que homme de z sur nz, z sur nz, dans la vidéo précédente, qui apparaît ici, c'est isomorphe à m sur PGCD de mn, z sur nz. Ça, c'est important. Et le morphisme est donné, l'isomorphisme est donné par phi donne phi de 1. Le 1, l'unité de z sur nz. Bien. Alors, vous voyez que c'est important parce que c'est ce que j'appelais dans la première vidéo ces éléments comme des particules élémentaires de ces morphismes-là, hein, qu'on va retrouver ici. Et ces objets-là, n'étant pas très pratiques à utiliser parce que ce sont des morphismes, on va les remplacer par des nombres, d'accord? Alors des nombres modulaires, certes, mais des nombres quand même, qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus faciles à exploiter, à expliciter. Voilà, ici. Et ces nombres-là, maintenant, on les met dans une matrice. Alors, comment on fait le passage de cet homme-là vers ces hommes-là, ici, élémentaires? Alors, c'est simple. On va se donner, comme exemple, ce A de 1. D'accord? Alors, ici, vous voyez que les éléments en ligne, ils sont dans Z sur 2Z. Les éléments en ligne, ici, c'est dans Z sur 4Z. D'accord? Donc ça, c'est dans Z sur 2Z, ça dans Z sur 4Z. Ici, c'est l'image de E1, et ça, c'est l'image de E2. Bien. Alors, regardons ça en tant que morphisme. J'affirme que A de 1, il va correspondre à un morphisme qui va de Z sur 2Z dans Z sur 4Z. D'accord? Alors, correspondre, ça veut dire quoi? Et quel morphisme? Alors, regardez, vous prenez Z sur 2Z, vous prenez un élément x1 de Z sur 2Z, vous l'envoyez par l'injection canonique dans Z sur 2Z croix Z sur 4Z. Ici, vous avez x1, 0. Donc là, c'est un morphisme, évidemment, de groupe. Là, vous appliquez phi. Donc vous avez phi de x1, 0, qui est égal à ceci, évidemment, d'après cette formule-là. Et ensuite, vous projetez pi2 sur la deuxième coordonnée. D'accord? Donc vous partez de la première coordonnée et vous allez vers la deuxième coordonnée sur cet exemple-là. Et on a A2, 1, x1. Ce qui va faire que, vous voyez, on obtient ici un morphisme coordonné, en quelque sorte, qui va correspondre à ça, phi de 1, qui va aller de homme de Z sur 2Z dans Z sur 4Z. Et c'est isomorphe à 2Z sur 4Z. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, n, ici, est égal à 2, m est égal à 4, donc on a 4 sur le PGCD de 4 et 2, ça fait 2, 4 sur 2, ça fait 2, et là, vous allez avoir 4. D'accord? Donc ici, ça fait 2Z sur 4Z. Voilà. Donc, forcément, l'élément A de 1, il ne peut pas être dans n'importe quoi, il ne peut pas valoir n'importe quoi, il est forcément engendré par 2. L'élément ici. Voilà. Alors, on le fait pour chacun. Ici, évidemment, les termes diagonaux, c'est facile parce que c'est des hommes de Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, donc c'est Z sur 2Z. Ici, pareil, c'est Z sur 4Z. Et ici, vous vérifiez que c'est Z sur 2Z, hein, parce que vous allez avoir 2 sur le PGCD de 4 et 2, donc sur 2, donc ça fait 1 Z sur 2Z, et ça va faire Z sur 2Z. Ce qui veut dire que maintenant, si on veut un objet de calcul pour bien comprendre ce groupe d'homomorphismes, eh bien, ce sont des matrices, d'accord? On met ça sous forme matricielle, avec ici un élément de Z sur 2Z, ici un élément de 2Z sur 4Z, ici Z sur 2Z, et là, Z sur 4Z. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, tout ça, ça s'ajoute très très bien. On a une addition naturelle qui correspond à l'addition qu'on a construite ici sur les endomorphismes de Z sur 2Z, 3Z sur 4Z. Mais on voudrait une multiplication matricielle qui corresponde ici à la loi de composition, la loi Ron. Voilà. Bon, cette multiplication matricielle, vous vérifiez que ce n'est pas difficile. Ici, Z sur 2Z, 3Z sur 2Z, c'est la vraie multiplication. Ici, on peut se demander ce qu'on va avoir quand on va multiplier un élément de Z sur 2Z par un élément de 2Z sur 4Z. Et ici, on peut se demander qu'est-ce qu'on va avoir quand on multiplie un élément de 2Z sur 4Z fois un élément de Z sur 2Z. Et qu'on doit obtenir un élément de 2Z sur 4Z, ici.
Alors, on vérifie que ça marche, on ne s'en servira pas dans la suite, mais si ça peut en rassurer certains, ça marche de par la loi qu'on a construite qui a un élément de lui fois un élément de lui, donne un élément de lui. Voilà. Et on l'a construite par transport de structure à partir de la loi Ron ici. Voilà. On l'a construite explicitement dans la première vidéo. On ne s'en servira pas, a priori. Donc, si vous n'avez pas compris cette partie multiplicative, c'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a décrit les endomorphismes, on va décrire les automorphismes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont bijectifs, hein, forcément. Alors, on va essayer de caractériser, parmi tous ces homomorphismes qu'on a obtenus, endomorphismes on peut dire, qu'on a obtenus matriciellement, lesquels sont auto. Alors, donc je vous rappelle que les matrices sont sous cette forme, hein, on a des éléments là-dedans. Donc le cardinal, vous voyez, des endomorphismes, ça va être 2 fois 2 fois 2, ici il y a 2 éléments, et ici 4, hein, donc 32 éléments, il va falloir le tailler dans le lard. Et maintenant, on a la bijectivité. À quelles conditions c'est bijectif? Étant donné que c'est des applications d'un ensemble fini vers lui-même, donc de même cardinal, la bijectivité est équivalente à l'injectivité. Et l'injectivité, comme on a des morphismes, c'est le noyau égale 0. Voilà. Donc, ce que je propose de montrer, c'est que on a ce critère, on va avoir une matrice qui représente un automorphisme, donc je dis directement ceci est auto. Si et seulement si, tout ça, je peux le regarder modulo 2. Je vous rappelle hein, qu'il y a un morphisme hein, de z sur 4z dans z sur 2z, hein, qui provient finalement du morphisme de z dans z sur 2z et passage au quotient ici z sur 4z, hein, donc 0, 1, 2, 3, on va voir pour image respective 0, 1, 0, 1. Et on peut donc regarder les choses juste de façon modulaire, modulo 2, tout modulo 2. Et donc j'affirme que c'est auto, si et seulement si modulo 2, donc dans z sur 2z, et cette matrice, alors maintenant on est sur un corps, hein, puisqu'on est dans z sur 2z, hein, et bien cette matrice est dans GL2 de z sur 2z. C'est-à-dire maintenant on a un critère, c'est le déterminant. Ici, on n'avait pas de déterminant, évidemment, on mélangeait des navets des carottes. Ici, on a un déterminant. Bien. Alors, maintenant, vous avez bien vu, ce 2-là, modulo 2, il va disparaître. Ça va être 0. Et donc, le déterminant est non nul. Si et seulement si, ça est non nul et ça est non nul. C'est-à-dire, si et seulement si, A11 bar et A22 bar, dans z sur 2z, sont inversibles. Bon, en fait, égaux à 1 ici, parce que les inversibles de z sur 2z, c'est juste 1. Mais pour A de 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que A de 2, en lui-même, en tant qu'élément de z sur 4z, il est envoyé sur un inversible, donc vu dans z, A de 2 est premier avec 2, donc vu dans z sur 4z, il est inversible aussi. Donc en fait, vous voyez qu'on peut carrément enlever les barres et dire que ce sont des inversibles. Vous savez qu'un élément de z sur 4z, disons modulo 4, est inversible si et seulement si il est premier avec 4, donc si et seulement si il est premier avec 2. Donc là, comme il était premier avec 2, on peut remonter sur z sur 4z étoile. Voilà. Donc ça y est, on a notre critère. Alors en fait, je vais montrer l'équivalence entre ça et ça, parce que bon, là, ça va devenir évident. Et je vais d'abord montrer que ceci implique cela. Alors oui, pourquoi ceci implique cela? Je vais regarder le critère clair de phi égale 0, qui dira bien que c'est auto. Donc je vais résoudre cette équation-là. Ça, c'est modulo 2, ça, c'est modulo 4. Et je vais prendre la deuxième équation. Je vais la regarder modulo 2 par mon morphisme, d'accord? J'ai une équation dans z sur 4z, je la ramène dans z sur 2z dans un premier temps, et je sais que lui, il est inversible, donc dans z, il est donc A de 2 en tant qu'entier, hein, relevé en tant qu'entier, il est premier avec 2, donc ici, ça va être forcément 1, ça va être un nombre impair si vous voulez, et donc ici, ça va impliquer, même modulo 2, que x2 bar, attention, parce que x2 est un élément de z sur 4z,
Mais donc, déjà, x2 bar égale 0. Ça veut dire que x2 est pair. x2 est là-dedans. Bon. Maintenant que x2 est pair, eh ben, modulo 2, ce x2, il disparaît. Ça fait que a11, x1 égale 0. Mais a11 est inversible, donc ça fait x1 égale 0. Mais maintenant, comme x1 est nul, je vais le reporter dans cette équation. Je vais utiliser le fait que a de 2 est inversible dans z sur 4z, et ça me fait x2 vraiment nul. Voilà, ici. Voilà, après ces circonvolutions, finalement, on a démontré que ceci impliquait cela. Maintenant, ça implique ça. Bah oui, s'il est auto, alors il va être surjectif. Donc, on va avoir cette équation qui va avoir une solution. D'accord ? Puisque je peux carrément mettre 0, 1, ou n'importe quoi ici est 1, puisque c'est surjectif. Je regarde ça modulo 2, et donc ça veut dire que a de 2 bar est inversible. D'accord, modulo 2. Mais s'il est inversible modulo 2, ça veut dire qu'il est inversible modulo 4. Donc lui est inversible modulo 4. Maintenant, comme l'image de... Je regarde l'image de ce sous-groupe. Hein, donc je regarde, j'ai un groupe ici, et j'ai un sous-groupe avec la deuxième coordonnée est égale à 0. D'accord ? Donc l'image est non nulle, puisque c'est injectif. Donc ici j'ai 0, je peux avoir autre chose que 0, donc je peux avoir 1, et donc comme x2 égale 0, par hypothèse, je vais avoir un x1 tel que a11 x1 est égal à 1, et j'ai que a11 est inversible. Donc là maintenant on va pouvoir lister tous les éléments de haute de z sur 2z croix z sur 4z. Il suffit de mettre ici des éléments inversibles, d'accord, de z sur 2z, de z sur 4z, et ici, ce qu'on veut, sauf que ça doit être un double. Donc, je vous laisse regarder. On en trouve 8, donc D avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Et là, je mets 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2. On en a 8, donc on a un groupe d'automorphisme à 8 éléments. On n'a pas beaucoup de groupes à 8 éléments, et on n'en a pas beaucoup de non-abéliens, parce que ça va être non-abélien, c'est facile à voir. Il y a D4, le groupe diédral, H8, le groupe quaternionique, et on va regarder les ordres, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, on vérifie que c'est ça leurs ordres. Eh bien, il y a deux éléments d'ordre 4, bon, c'est dans D4 forcément, c'est les rotations d'ordre 4 du groupe du carré. Voilà. On pourrait, pour terminer ceci, dire pourquoi c'est le groupe du carré. Pourquoi le groupe d'automorphisme de ça agit sur un carré. Est-ce qu'on peut construire un carré? Alors pas forcément un carré avec une métrique, mais au moins un carré topologique, c'est-à-dire un graphe carré, d'accord, avec des arêtes, 4 éléments, reliés par 4 arêtes. Voilà. Bon, je vous laisse un petit peu y réfléchir par vous-même, mais je suggère, alors il y a certainement plusieurs idées, mais j'en suggère une. Eh bien, là-dedans, il y a 4 quoi? Là-dedans, parce que le groupe des automorphismes, il agit sur 4 quelque chose. Et comme il agit sur lui, il faut chercher 4 éléments caractéristiques là-dedans. Il y a 4 éléments d'ordre 4 là-dedans, évidemment. 0, 1, 0, 3, 1, 1, 1, 3. Et maintenant, je vais prendre pour G, je vais prendre un élément d'ordre 4, par exemple lui, voilà G. Voilà. Et bien, je vais créer des arêtes entre ces 4 éléments. X, comme la multiplication par un automorphisme, ça préserve l'ordre, je vais dire que X est en relation avec Y, donc une relation symétrique, parce que c'est des arêtes non orientées, si Gx égale Y, ou G-1x égale Y. Voilà. Et en fait, ça va donner le carré sur lequel ça agit, vous pouvez vérifier. C'est assez rigolo, et ça fait que naturellement, on a des 4. Voilà. Bon, alors à partir de là, on va aller assez vite, je ne veux pas vous faire perdre patience. On me dit, oui, les vidéos, faut pas plus de 15 minutes, tout. Moi, je suis bavard. Voilà. Alors, on va décrire le groupe d'automorphisme de Z sur 2Z croix Z sur 6Z, et on va voir qu'avec ces deux exercices-là, on arrive à reconstituer un tout. Bien, intuitivement en tout cas, et après, bon, une fois qu'on a les bonnes conjectures, c'est bon. Alors ici,
on remarque que z sur 2z croît z sur 6z, ben z sur 6z, c'est z sur 2z croît z sur 3z, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, je regroupe en z sur 2z carré croît z sur 3z. Pourquoi je fais ça? Ben, vous allez voir. Donc maintenant, ça y est, on va un petit peu plus vite. Hein. On va avoir une matrice comme ceci, d'accord? Donc on a z sur 2z croît z sur 2z croît z sur 3z, donc il va nous donner une matrice 3, 3. Avec des éléments ici de z sur 2z, là z sur 2z, et là en ligne z sur 3z. Je vous rappelle que AIJ, ça va être homme, ça va être dans homme de z sur NJZ, z sur NIZ, hein, qui est isomorphe à NI sur NI, PGCD NJ, z sur NIZ, voilà. Et donc, étant donné que 2 et 3 sont premiers entre eux, ici on va avoir que des zéros, là. Donc là maintenant, et ici on va avoir donc là je suis en train de regarder juste les homomorphismes, hein, pas encore les automorphismes. Donc là on va avoir une matrice diagonale, une autre matrice diagonale. Donc ici on va avoir une matrice diagonale par bloc. Donc c'est facile de voir que les automorphismes de ça, c'est les automorphismes de ça, produit direct avec les automorphismes de ça. Donc on cherche les matrices inversibles ici dans z sur 2z, et là les automorphismes ici dans z sur 3z. Alors ça, voilà, c'est simplement GL2 de z sur 2z, hein, d'accord, matriciellement. Et là, c'est juste z sur 3z étoile. Si vous voulez, GL1 de z sur 3z, donc c'est-à-dire z sur 3z étoile. Alors, bon, c'est assez connu, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie, que ceci, c'est isomorphe à S3, parce que lui, il va agir de façon fidèle sur 3 droites. Hein, dans z sur 2z, le plan sur z sur 2z, c'est 3 droites vectorielles. Donc on va avoir une injection de lui dans S3, et par dénombrement, on va voir que c'est isomorphe. Et z sur 3z étoile, bon, on sait que z sur pz étoile est isomorphe au groupe additif z sur p moins 1 z, donc ici on va avoir z sur 2z. Donc ça va être le produit direct, S3 croît z sur 2z, voilà. Bon, voilà, maintenant on commence à comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses, enfin, j'espère pour vous. Et maintenant, bon, regardons un peu les généralités. En général, on va pouvoir subdiviser comme on a fait ici. Donc ici, c'était un P-groupe. Là, on avait un 2 groupes. Là, on a décomposé en un 2 groupes et un 3 groupes. D'accord ? En général, on peut toujours décomposer, le théorème de structure nous dit qu'on peut toujours décomposer en P-groupe. Donc c'est un produit direct de P-groupe. Et donc, exactement comme on a fait ici, on n'aura que les automorphismes de G. Hein, G, c'est notre GAF. Et ben, c'est le produit des automorphismes de GPI, comme on a ici. Voilà, ce qu'on a eu ici. Donc maintenant, il suffit de comprendre ce que c'est que les automorphismes d'un P-groupe abélien. Et un P-groupe abélien, il est sous cette forme-là par le théorème des structures, avec les MI qui vont être de plus en plus petits. Alors, on va se donner un exemple de P-groupe. Voilà, je prends ceci, là. Alors, ici, c'est 2 colonnes. Ici, c'est une colonne, une colonne. Là, c'est 2 lignes, une ligne, une ligne. Là, je vais prendre M2 de Z sur PZ. Là, je vais avoir des éléments. Alors, je fais des petits calculs. Ici, j'ai P. Donc, j'ai 2 colonnes de PZ sur P2Z. P2, Z sur P3Z. Là, Z sur P2Z. Là, PZ sur P3Z. Donc, vous pouvez regarder ça. Donc là, j'ai des matrices d'endomorphisme. J'ai tous les endomorphismes de mon P-groupe ici. Et maintenant, pour avoir les automorphismes, il suffit que je regarde tout ça, mais juste modulo P. D'accord ? Donc, je projette ça sur Z sur PZ. Et donc, les figures imposées pour obtenir un automorphisme, c'est ici, c'est sur la diagonale, comme tout à l'heure, où on devrait avoir du GL2. Ici, on devrait avoir du GL1, donc Z sur P2Z étoile. Et ici, du GL1. Et voilà, on a nos automorphismes de groupe abélien fini. Voilà, c'était pas évident. J'espère que j'ai pas perdu
trop de monde dans cette histoire, qui est peut-être un peu ambitieuse sur cette chaîne, je ne sais pas. Bon, comme dit mon dentiste, c'est fini pour aujourd'hui.